La deuxième moitié du XIXe siècle voit naître la fée électricité et ses premières applications. Tout d'abord, dans le domaine de l'éclairage des lieux publics. À partir de 1880, la machine-gramme joue un rôle important dans la production et l'utilisation mécanique de l'électricité. Les conducteurs, issus des centres de production, sont d'abord des fils nus. Puis, rapidement, apparaissent des canalisations souterraines pour l'alimentation des réseaux de distribution. Des conducteurs isolés à la guttaperca ou bien posés dans des caniveaux remplis de bitume par exemple. En 1879, la presse à plomb de Borel permettra de réaliser la protection de l'isolation. En 1890, Ferranti fabrique un câble de 10 000 volts isolé par des bandes de papier imprégnées et commence une carrière de plus d'un demi-siècle. L'électricité supplante le gaz jusque dans les applications domestiques. Le cuivre sera le matériau conducteur le plus usité jusqu'à l'introduction de l'aluminium dans les années d'après-guerre. Les usines de fabrication se dotent d'outils de plus en plus performants. Les moyens d'essai diélectriques se développent chez les fabricants. Les câbles sont tirés à bras d'homme et posés dans le sol ou dans des caniveaux de protection. Des réseaux à 60 kV, constitués de câbles isolés au papier imprégné, sont établis dès 1920, et à Paris notamment. Mais les puissances à transporter augmentent et nécessitent la montée des tensions que ne peut suivre le câble au papier imprégné. C'est grâce, principalement aux travaux de Louis Emanueli, qu'un grand pas est alors franchi. C'est la naissance du câble à huile fluide, dans lequel le papier est maintenu en permanence sous pression positive. La tension de 132 kV est alors possible et, en 1936, la première grande liaison souterraine de 220 kV est mise en service dans la région parisienne. La pose et la réalisation des accessoires, jonctions, joints d'arrêt et extrémités, fait appel à une main-d'œuvre artisanale et qualifiée.
L'accroissement du poids des câbles et des distances à parcourir conduit à l'évolution des moyens de transport. Après la Seconde Guerre mondiale, les réseaux d'interconnexion à très haute tension se développent et entraînent la pénétration des câbles dans les zones urbaines. D'autres techniques s'étant développées dans le domaine de la très haute tension, câbles à remplissage ou à compression de gaz, câbles en tuyaux d'acier, Électricité de France installe près de Paris une puissante station d'essai comparatif de ces techniques sur le réseau à 225 kV, avec mise en œuvre de techniques de mesure au potentiel du réseau. Les câbles à 225 kV en tuyaux d'acier, dits oléostatiques, se développeront par la suite sur le réseau français. Mais les recherches continuent sur le câble à huile fluide, en vue d'applications à des tensions supérieures. Le 400 kV est atteint dès 1950 et un échantillon expérimental à 750 kV est essayé en laboratoire en 1963. La réalisation de réseaux en câble isolé implique souvent la nécessité de traverser rivières ou estuaires. Mais aussi de bras de mer, comme ici au Danemark, avec un câble plat à huile fluide du type Molleroy, posé en mer au moyen d'un tambour flottant, inspiré de l'opération Pluto, qui était destiné à poser une canalisation de carburant sous la Manche au moment des opérations de débarquement des Alliés en Europe. Des essais auront encore lieu en France avec cette technique, dans le cadre des investigations préparatoires à la pose du premier câble d'énergie entre la France et l'Angleterre. Ces essais ne seront pas sans faire courir des risques aux protagonistes du projet. L'interconnexion France-Angleterre, de 45 km de long, sera rendue possible grâce à l'utilisation du courant continu à haute tension, plus et moins 100 kV, 160 MW. Le bateau, câblier Ampère, assure la pose.
Environ 2 décennies plus tard, une autre liaison de puissance nettement supérieure, en courant continu, soit 2000 MW sous 270 kV, sera mise en service à travers la Manche. Des câbles de 900 mm², isolés au papier imprégné, sont enfuis au fond de la mer pour les protéger contre les ancres de navires et les engins de pêche. À cet effet, des nouvelles machines opérant à 50 mètres de fond sont construites et conduites par des techniciens spécialisés. Mais les isolations du type sec connaissent un développement remarquable grâce au progrès de la pétrochimie. Ce sera surtout le polyéthylène, découvert en 1934, qui permettra une nouvelle évolution marquante dans les techniques de câbles isolés, grâce à ses propriétés diélectriques et sa faible densité. Les soins apportés à la sélection des matériaux et les progrès dans les méthodes d'extrusion permirent une nouvelle évolution des niveaux de tension. De 1960 à 1970, les tensions s'élèvent de 63 à 225 kV. Et la tension de 400 kV est atteinte en 1984. Enfin, le polyéthylène réticulé permit d'augmenter les caractéristiques de service et trouva, à ce titre, un fort développement à tous les niveaux de tension. La technique des matériels de raccordement dits accessoires devient de moins en moins artisanale et permet le raccordement des câbles nouveaux aux câbles de technique ancienne isolés au papier. Les techniques de pose évoluent grâce aux caractéristiques spécifiques, notamment de légèreté des nouveaux câbles. Mais l'accroissement des capacités de production et de transport des liaisons conduisent à l'augmentation des sections et des limites constructives apparaissent. De nouvelles solutions font l'objet d'expérimentations, notamment câbles à isolation gazeuse et les câbles cryogéniques ou supraconducteurs. C'est là un vaste domaine d'investigation pour les décennies à venir et qui ajoutera sans doute un nouveau chapitre remarquable à cette très grande aventure des câbles isolés.